Bonsoir à vous François. Bonsoir Léa. Avant que vous posiez vos questions à Marine Le Pen, vous souhaitiez revenir sur l'un des points cardinaux du programme économique de la candidate Marine Le Pen. En effet, Madame Le Pen, vous êtes souvent exprimée sur les questions monétaires qui sont évidemment au cœur de la politique économique, mais dans des termes un peu changeants. Alors comme dans les séries télévisées, on va donc faire le résumé des épisodes précédents, le previously en quelque sorte. En 2007, pour l'élection présidentielle, c'était Jean-Marie Le Pen qui était alors candidat. Pas question de sortir de l'Union monétaire, on gardait l'euro. 5 ans plus tard, c'était vous, en 2012, c'était vous la candidate du Front National et vous militiez pour la sortie de l'Union monétaire et le retour au franc. 5 ans plus tard, c'était tout récemment pendant la campagne de 2017, vous vous êtes tout d'abord radicalement prononcé pour la sortie de l'euro. On va vous écouter, c'était lors de votre conférence de presse du 3 mars dernier. La question n'est plus de savoir si l'on va sortir de l'euro, mais quand et dans quelles conditions. Mais 6 semaines plus tard, changement de pied, vous militiez alors pour la monnaie commune, l'écu. On vous écoute encore, c'était sur France 2 le 3 mai de cette année également. Vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. Si je résume, le Front National souhaitait donc garder l'euro en 2007, retrouver le franc en 2012 et adopter l'écu en 2017. On est évidemment impatient de connaître le prochain épisode. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la prochaine étape? Le franc, l'écu, l'euro ou qui sait, le rouble ou le dollar? Monsieur Langlais, ça Madame fait Le tant Pen. de fois que nous débattons ensemble de ces sujets. Ah oui, mais c'est je tout peux à fait finir par renouvelé, vous là. appeler François. Parce que... Je vous en prie. Non, là, le débat est bien renouvelé parce que vous avez encore une fois changé de position. Monsieur Langlais, toujours, le Front National a été celui qui a mis en garde contre les dangers de la monnaie unique. En 2007, mais même à la création tout simplement de l'euro. Nous n'avons pas changé d'avis sur ce sujet. L'euro est un outil, mais c'est un outil néfaste pour notre économie, pour nos entreprises, pour notre compétitivité. Mais figurez-vous que j'ai entendu ce que m'ont dit les Français lors de l'élection présidentielle. Les Français m'ont exprimé une crainte, une inquiétude. Cette sortie qu'ils ont perçue comme brutale, entraînait chez eux une véritable crainte. Eh bien, j'ai entendu cela et je leur ai donc proposé, et cette résolution a été votée par le bureau politique élargi, de continuer à faire, évidemment, du retour de la liberté de la nation française un point cardinal de notre projet. Cardinal, mais plus tard. Hein. Non, pas tout de suite. On va terminer, mais je pense que plutôt qu'une sortie brutale, eh bien, il faut retrouver nos souverainetés les unes après les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous leur avons exprimé que la récupération de la souveraineté territoriale nous apparaissait comme prioritaire. C'est la première chose à faire. Retrouver nos frontières, d'abord pour maîtriser l'immigration et nous préserver du danger, notamment de l'infiltration de terrorisme islamiste sur notre territoire, mais aussi retrouver des frontières économiques. Par exemple, pardon, excusez-moi, je termine, parce que... et nous disons... Nous allons retrouver nos souverainetés, dans le cadre d'ailleurs d'une négociation qui a toujours fait partie de notre projet, et la souveraineté monétaire clôturera en quelque sorte le processus. On va vous écouter si vous le voulez bien, parce que c'était le 27 mars 2017 sur Europe 1. Vous vous mettiez dans l'hypothèse d'un référendum où les Français auraient répondu « Nous restons dans l'Europe ». Et voilà ce que vous disiez de votre programme de l'époque. Si le résultat est non, alors c'est que les Français auront choisi un modèle de gouvernance qui est un modèle imposé par l'Union européenne. Et dans ces conditions-là, à peu près 70% de mon projet ne pourrait pas être mis en œuvre. 70% de votre projet n'est pas applicable dans l'Union européenne et dans l'Union monétaire. Mais c'est pour ça que progressivement, nous allons mettre en place notre projet en retrouvant nos souverainetés les unes après les autres. Donc vous dites aux Français... mais il reste 30% quand même que l'on peut mettre en œuvre immédiatement. C'est pas très motivant, honnêtement. Non. Pour un électeur. Encore une fois. Vous allez lui dire, pour l'essentiel de mes propositions, je ne peux pas les appliquer. Rendez-vous dans 5 ans. Mais Monsieur Langlais, l'Union européenne, c'est toute une série de règles qui régissent notre pays.
tellement de règles que 80% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont la transcription de directives européennes. Progressivement, nous allons retrouver la capacité d'agir, car c'est ça qui est important. Et notamment, encore une fois, et c'est la priorité que nous nous sommes donnée, retrouver nos frontières nationales, et y compris agir sur les frontières économiques. Monsieur Langlais, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une difficulté lourde. Nos agriculteurs, nos industriels, ils sont confrontés à une concurrence internationale déloyale de produits qui ne respectent pas les normes qui sont imposées à nos propres producteurs, à nos propres agriculteurs. J'entends bien, Madame Le Pen. Vous voyez, ça, dans c'est l'Union quelque chose... européenne, vous n'aurez tout simplement pas le droit de faire ça. Regardez Monsieur Trump. Vous l'avez d'ailleurs. Non mais attendez, pardon, Monsieur Langlais. Excusez-moi, mais avant que j'ai terminé ma phrase, vous me dites que c'est pas possible. Non, je sais que le système aime bien dire que c'est pas possible. C'est pas ça. Mais j'observe, comme vous, les premiers pas de Monsieur Trump qui a dit exactement la même chose que vous. Quand il est arrivé au pouvoir, exactement la même chose. D'ailleurs, vous avez dit, enfin, quelqu'un qui va mettre en place mes propres propositions. De fait, 6 mois après, il n'est pas parvenu à mettre en place ces frontières économiques. Parce qu'il est intégré dans une mécanique économique mondiale. Pas du tout dans la même situation que nous. Non, c'est plus facile pour lui que ça le serait pour vous. Les normes qui sont imposées par l'Union européenne à nos agriculteurs ne permettent pas d'interdire que des produits qui ne respectent pas ces normes entrent sur le territoire national. Je dis, Madame Le Pen, que ça se négocie. Non, mais ça veut donc dire qu'on a imposé des normes à nos agriculteurs dans le but quand même de préserver la santé de nos concitoyens. Et qu'en réalité, on jette ça par-dessus bord et on importe des produits qui peuvent être un danger majeur pour la santé de nos compatriotes. Je ne le crois pas. Je ne suis pas la seule à penser qu'on peut négocier et qu'on peut faire le bras de fer. Et puis, Monsieur Langlais, il y a eu un autre événement qui a eu lieu, depuis... Le Brexit. Non, l'élection, l'affaiblissement, en quelque sorte, de Madame Merkel, la montée en puissance en Autriche d'une contestation à l'égard des règles de l'Union européenne, notamment sur le plan migratoire. Là, le bras de fer du groupe de Visegrad, qui permettrait peut-être de réfléchir à un renversement des alliances. Car nous sommes face à un Emmanuel Macron qui a une vision de l'Europe, qu'il a exprimée, qui est totalement, obsolète, pardon. Le monde entier, Monsieur Langlais, le monde entier, toutes les grandes nations disent quoi aujourd'hui? Elles disent le sans-frontiérisme, c'est terminé. Le libre-échange total, c'est terminé. C'est le grand retour des nations. C'est le grand retour du patriotisme économique. La Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis et nous... À propos du Brexit, est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir, le Brexit, négociation interminable, plus de 700 traités à réécrire, chute des investissements étrangers, ils étaient de plus 120 milliards de livres sterling il y a un an, c'est aujourd'hui moins 25, chute de la croissance, une facture potentielle pour le divorce qui s'évalue en dizaines de milliards d'euros. Sacré bilan pour 15 mois de Brexit, alors qu'ils ne profitent même pas encore des avantages. Moi, pour le coup, je n'ai jamais fait partie de ceux qui considéraient que c'était inquiétant pour le Royaume-Uni. Ils ont certainement un avenir devant eux. Reste que la période de transition, elle va être extrêmement coûteuse. Et c'est ça que vous voulez proposer à la France. Il renégocie. Vous me dites, il renégocie. Eh bien, très bien. Et c'est normal qu'il renégocie. Moi, j'aimerais pouvoir négocier le CETA, Monsieur Langlais. 60 milliards d'euros de factures, Madame Le Pen. J'aimerais pouvoir vous dire les non. avez Non, mais j'aimerais pouvoir dire non au CETA. J'aimerais protéger nos agriculteurs et nos consommateurs des conséquences de cet accord de libre-échange qui a été négocié sans nous demander notre avis et qui nous est imposé. J'aimerais le faire. Je vous rappelle, Monsieur Langlais, que nous versons chaque année... Il sera ratifié, Madame Le Pen. On peut se dire que nous versons chaque année plus de 21 milliards à l'Union européenne. Et on en reçoit quelques-uns quand même. Quelques-uns, très bien. Voilà. Et que ça va augmenter l'année prochaine de 2 milliards. Il faut donner les deux. Ça a augmenté de 2 milliards. Et ça va à nouveau augmenter l'année prochaine de 2 milliards. C'est-à-dire que ça fait quand même, ça va finir par faire, je crois, 23 milliards et demi. Ça en fait des sommes. Donc moi, ce que je veux, c'est faire les choses progressivement parce qu'encore une fois, j'ai entendu la crainte des Français. Progressivement, mais ça voudra dire également. Progressivement, ça veut dire qu'à terme, on sortira de l'euro. Mais je sais également. Madame Le Pen, pour être clair, parce que c'est pas encore clair. Pardon, je vous écoute avec François Langlais. Vous dites, je vais changer l'ordre des priorités. On demande d'abord notre souveraineté territoriale avant notre souveraineté monétaire. Mais est-ce que vous nous dites ce soir clairement que vous demandez toujours la sortie de l'euro à terme? Mais nous allons voir. Vous savez pas. Non mais pardon. Nous allons voir. Ça veut dire pardon. quoi? Monsieur Macron nous a dit quoi? Monsieur Macron nous dit, c'est insupportable.
L'euro en l'état n'est pas viable. Je vais aller négocier avec l'Allemagne. Bon, la France, enfin les dirigeants français ont à l'égard de l'Allemagne une forme d'érotomanie, c'est-à-dire une espèce de trouble psychiatrique pensant que l'Allemagne est amoureuse folle de la France. Non, l'Allemagne est amoureuse folle de l'Allemagne. Alors moi, j'attends de voir si M. Macron va réussir à convaincre Mme Merkel de verser à la France 70 milliards d'euros par an des excédents que l'Allemagne fait au détriment des Madame pays Le Pen, de vous ne notre répondez pays. pas à la question. Entre autres, vous déviez. c'est moi terminé. Non, mais vous ne répondez pas à la question. Non, mais Dans le mandat qui serait le vôtre, la France sortirait-elle de l'euro, oui ou non? Nous allons voir si M. Macron va réussir à obtenir... Non, mais laissez-moi terminer. Réussir à obtenir que la Banque Centrale Européenne ne soit plus indépendante, qu'elle réponde donc aux injonctions des États et que la masse monétaire qui est créée par la Banque Centrale Européenne n'aille plus aux banques, mais aux États. Si tout ceci se déroule, mais ce sera merveilleux. Donc on reste dans l'euro, on reste dans l'euro dans ces cas-là. Moi, je n'ai pas... Oui, mais pardonnez-moi, mais c'est juste que c'est le point cardinal. On en a parlé des heures et des heures de débat avec vous, Marine Le Pen. Vous avez dramatisé la sortie de l'euro pendant des mois. Et là, vous nous dites, j'attends de voir. J'ai une vision pragmatique. Je n'ai pas une vision idéologique de la monnaie. Donc, si vous êtes pragmatique, vous avez changé d'avis. Si l'euro était positif pour la France, après tout, je me contenterais de l'euro. Mais je considère que l'euro continue à être négatif pour la France. On comprend que l'avenir est ouvert. J'ai une question sur la fiscalité, si la souveraineté monétaire n'est pas rendue à la France, si l'Allemagne ne souhaite pas, encore une fois, reverser ce qu'elle doit en vertu de ce qui devrait être la solidarité européenne, si la Banque Centrale Européenne continue à financer l'économie virtuelle et pas l'économie réelle, alors il n'y aura pas d'autre choix que de terminer ce processus par le recouvrement d'une monnaie nationale. François. Justement, à propos de Banque Centrale, un lingot d'or, c'est un faux, il est en chocolat. Zut. C'est le symbole de la richesse et aussi, évidemment, de l'impôt sur la fortune, puisque le gouvernement actuel veut réformer l'ISF pour en faire ce qu'il appelle l'impôt sur la fortune immobilière. Vous voulez rester à l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que vous dites finalement c'est un système qui fonctionne pas mal actuellement. Et pourtant, l'ISF, c'est un impôt qui aujourd'hui taxe l'investissement dans l'économie et donc les créations d'emplois, et qui laisse de côté, qui détaxe par exemple les collections de pièces d'or anciennes. Est-ce que ça n'est pas complètement absurde ? Est-ce qu'on n'a pas un impôt anti-économique ? Et les œuvres d'art aussi. Et les œuvres d'art. Sous l'impulsion de quelques responsables politiques. C'est un impôt qui n'a ni queue ni tête. Et vous voulez le maintenir ? Excusez-moi, mais ce qui n'a ni queue ni tête, c'est le choix qui est fait aujourd'hui par le gouvernement. Le choix qui est fait aujourd'hui par le gouvernement, c'est de lancer un signal politique, car vous le savez bien, la fiscalité, c'est une arme politique, une arme d'incitation. De redistribution. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire aux Français, spéculez. Et le gouvernement a décidé de transformer l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. C'est-à-dire qu'on taxe, en réalité, les gens qui ont investi en grande partie en bons pères de famille pour acheter de l'immobilier. Et en revanche, on va exonérer d'impôts les plus grosses fortunes quand même de l'ISF, qui sont les investissements dans la spéculation, on peut le dire. Bon. Madame Le Pen, le système actuel ne marche pas. Je veux dire, je trouve ça dramatique. Je trouve ça dramatique parce que c'est une forme de fiscalité du déracinement. On va, encore une fois, sanctionner des gens qui se sont constitués un patrimoine toute leur vie, parce qu'ils considèrent, ces Français-là, et ils sont 60% quand même, qu'avoir un toit sur la tête, c'est une sécurité. C'est une sécurité que l'on peut transmettre. Tous les gens qui sont propriétaires ne payent pas l'ISF, madame. Que l'on peut transmettre. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Vous avez parlez de quelques centaines de milliers de personnes. Mais voyez, s'il y avait eu une réforme à faire, j'aurais honnêtement admis que l'on puisse exonérer la résidence principale de l'ISF. Mais faire ce que l'on fait là, faire un tel cadeau à ceux qui sont les plus aisés, quand parallèlement, et c'est ça l'important, on demande des sacrifices qui sont inouïs à des gens qui sont beaucoup plus modestes. C'est ça qui est insupportable. C'est là qu'est la profonde injustice de ce budget. C'est les sacrifices
D'ailleurs, enfin, la baisse des APL de 5 euros, quoi. Vous imaginez ce que c'est? Et parallèlement, on fait un cadeau de quoi? 7 milliards, monsieur Langlais? C'est le débat que vous aurez avec Gérald Darmanin, je crois. Absolument. Entre l'ISF et la flat tax, c'est quoi? 7 milliards que l'on va offrir? Vous aurez le débat avec Gérald Darmanin. Qu'est-ce qui justifie cela? Voilà. C'est la vraie question que l'on peut se poser. Alors c'est vrai qu'après, M. Macron peut toujours se plaindre d'être appelé le président des riches. C'est vrai, il est le président des très riches. Vous allez en parler avec Gérald Darmanin? On a le sentiment quelque part qu'il récompense ses mandants, il récompense ceux qui l'ont fait élire. Merci à vous, François. Juste un mot, puisqu'on est dans le sonnant et trébuchant. On apprend ce soir que vous vous êtes augmenté cet été. Vous avez augmenté votre salaire comme présidente du Front National. Il est passé de 3 000 à 5 000, plus 66%. Pourquoi? Vous étiez dans le besoin? Je n'ai pas de salaire. Je ne touche pas de salaire comme présidente du Front National. C'est un remboursement forfaitaire de frais. Oui, j'ai des frais, effectivement, de représentation comme présidente du Front National. Je pense que ça étonnera pas grand monde. Donc c'est un remboursement de frais tous les mois de 3 000 à 5 000? C'est un remboursement forfaitaire de frais de représentation, comme ça existe à peu près partout. Et vous avez besoin de... Car je n'ai pas de salaire comme président. Vous aviez besoin de 2 000 de plus par mois? Oui, j'avais besoin de 2 000 de plus pour la par représentation. Mois. Oui. Bien. Bon, je vous laisse quand même mon lingot d'or. Hein. Il vous laisse votre lingot en chocolat. On va passer maintenant, Marine Le Pen. C'était pour ça la transparence, alors? C'était ça la loi sur la transparence? C'était le lingot d'or. Marine Le Pen, en principe, c'était convenu avec vos équipes. Vous deviez, comme nous le faisons à chaque fois, partir en immersion dans un lieu choisi par nous à la rencontre des Français. Alors, le jour du tournage, c'est-à-dire mardi dernier, il y avait un mouvement de grève à France Télévisions. Nous n'avons donc pas pu tourner avec vous. Mais le lendemain, Guillaume Darey, quand même, est parti à la rencontre de l'association Agir Ensemble, une association qui vient en aide aux jeunes des quartiers défavorisés de Drancy, en banlieue parisienne. Et ils ont beaucoup de choses à vous dire, vous allez les entendre. C'est un reportage de Guillaume Darey, Chloé Cormery-Laville, Florian Lemoal, Perceval Briclot et Gérard Jonlouis. Bonjour Idriss. Salut Guillaume. On est ici à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes le fondateur de cette association Agir Ensemble. Vous menez beaucoup d'actions ici, vous bénéficiez de la politique de la ville. Je vous propose qu'on aille en parler. Avec plaisir. Merci. Je vous en prie. Donc ça, ce sont nos différentes actions. Par exemple, on a l'agrément classe, donc on accompagne 98 élèves tous les soirs. Mais on a accompagné également une dame de 44 ans, une année, elle s'appelle Sandrine. Donc elle a obtenu le bac par le biais de notre association à 44 ans. Et alors par exemple, quand vous entendez aujourd'hui que Marine Le Pen dit l'argent qui est mis dans les banlieues, ça sert à rien, c'est un puits sans fond, vous réagissez comment? Je réagis par ça. Elle dit ça n'a aucune efficacité. Je pense que là, il y a de l'efficacité. On est sur différents thèmes. On est sur l'éducation, sur la formation, sur l'insertion. Mais ça vous choque quand elle dit ça? Quand elle dit il n'y a aucune efficacité, vous ressentez quoi? Forcément, ça nous choque parce que nous, on fait un travail assez conséquent avec nos publics. Et sur différents thèmes, il y a beaucoup d'investissements, etc. qui sont faits. Donc, quand on parle d'efficacité zéro, sincèrement, ça nous fait pas plaisir. Je vous propose qu'on aille voir des personnes qui travaillent avec vous et qui sont dans cette association. Avec plaisir. On y va. Bonjour. Bonjour. Guillaume, est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que Marine Le Pen, elle est sensible à votre situation dans ces quartiers, dans ces banlieues parfois difficiles? Elle dit que dans nos banlieues, on est communautaire et qu'on fait tout pour rester entre nous, alors que non, on mène des actions justement par le biais des associations et par les acteurs associatifs pour justement favoriser le vivre ensemble. On a l'impression qu'on parle d'une autre France. On a l'impression qu'on parle même pas de français, carrément. C'est-à-dire? Là, on nous parle des zones rurales. Je reprends ses propos lors de sa campagne en 2017. Elle nous dit que dans ces zones rurales, sont délaissées, abandonnées. Et elle aimerait œuvrer pour cette France qui se lève, qui se bat, qui paye ses impôts. Mais j'ai envie de lui dire qu'on fait partie de cette France qui se lève, qui se bat, qui paye ses impôts. Et elle pense que, en fait, les étrangers sont là juste pour bénéficier des avantages de la France, alors que non, il y en a qui se lèvent tous les matins, qui travaillent dur. Là, moi, j'ai l'impression que quand on parle de banlieue, on parle seulement d'enfants issus de l'immigration. Et là, il faut vous dire une chose, c'est que, par exemple, quelqu'un comme moi, aujourd'hui, il est français. Il se sent français. Parce que moi, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France. Vous êtes né en France? Je suis né à Paris. Donc, il n'y a rien de plus français. Est-ce que certains parmi vous ont déjà pu voter pour Marine Le Pen ou penser à voter pour Marine Le Pen? Non, j'aime pas les extrêmes. Quand j'entends des débats, par exemple, sur le voile, des choses comme ça. Elle dit, le voile, c'est pas la culture française. Qu'est-ce que la culture française? Pour vous? Pour moi, ouais. La culture française, c'est un mélange d'ethnie, un mélange de couleurs, de religions, de culture aussi. La culture française, elle est remplie d'autres cultures. Et ça, c'est dû à l'histoire.
Elle devrait en être fière et ça devrait être une force pour la France. Vous m'avez dit que ce qui vous a marqué, ce sont les propos de Marine Le Pen au moment des attentats. En fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'on parle beaucoup d'attentats mis en place par des musulmans. Alors moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que pendant les attentats, les musulmans, ils sont touchés à 2 reprises. Une première fois, parce que nous sommes des citoyens français, donc nous déplorons nos défunts. Mais une seconde fois, parce qu'on est victime d'amalgame et on doit limite se justifier et dire pourquoi on n'a pas fait ces attentats. Donc forcément, quand on nous dit que ces attentats ont été provoqués par des musulmans, ça nous fait mal au cœur. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Marine Le Pen, si vous aviez été avec eux comme c'était prévu initialement, qu'est-ce que vous auriez eu envie de leur dire? Quand ils vous disent l'argent de la banlieue, ça, vous dites que ça ne sert à rien, Marine Le Pen, mais regardez, nous, ça marche chez nous. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, mais cette association, moi, je ne peux rien dire contre elle. D'ailleurs, sa devise, je crois, est discipline, travail, réussite. Voilà, c'est très bien, mais elle ne devrait pas exister. Parce que ce qu'ils font, c'est ce que devrait faire l'éducation nationale, permettez-moi, c'est un petit peu comme les restaurants du cœur. Tout le monde a évidemment de l'affection pour ce que fait et du respect pour ce que fait les. Et heureusement qu'ils sont là, l'école ne peut pas tout faire. Mais objectivement, c'est un constat d'échec. Pourquoi? C'est un constat d'échec parce qu'il ne devrait pas exister d'associations qui fassent des aides aux devoirs. C'est l'éducation nationale qui devrait faire cela. C'est une association qui aide à passer son permis de conduire. Mais il y a des dizaines de milliers de jeunes en France qui ne peuvent pas passer leur permis de conduire parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. J'aimerais quand même vous donner un chiffre. Entre 1981 et 2007, c'est 1000 milliards d'euros qui ont été donnés dans les quartiers dits difficiles. Alors oui, je le dis et je le répète, c'est injuste parce qu'il y a aussi beaucoup de pauvreté dans les campagnes et que je trouve qu'à chaque fois qu'on met 1 euro dans les quartiers difficiles, on devrait mettre 1 euro dans les campagnes. Mais pourquoi vous les mettez en concurrence, Marine Le Pen? Pourquoi vous mettez les zones rurales d'un côté et les banlieues de l'autre? Je ne les mets pas en concurrence. Les deux sont oubliés de la République d'une certaine manière. Je viens de vous dire, non, ça n'est pas vrai. Les quartiers ne sont pas oubliés de la République. C'est un mensonge. Ils ne sont pas mal aimés. Non, ils ne sont pas oubliés. Bien au contraire, ils font l'objet de l'attention des gouvernants depuis 30 ans. Et ce que je viens dire, c'est exclusivement de l'attention des gouvernants. Et pendant ce temps-là, la ruralité se désertifie. Pendant ce temps-là, les jeunes qui sont dans cette ruralité et qui sont dans des zones de pauvreté plus graves que ces quartiers difficiles, ils n'ont pas de stade de foot, ils n'ont pas d'aide aux devoirs, ils n'ont pas d'associations qui sont subventionnées. Eh bien, je trouve ça profondément injuste et je pense qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui un véritable rééquilibrage. Parce que, pardon, mais quand je dis cet argent ne sert à rien, ça veut dire que tout cet argent déversé dans les quartiers difficiles, est-ce que ça a fait baisser la violence ? Non. Est-ce que ça a entraîné une baisse du chômage? Non. Est-ce que ça a réglé les problèmes de drogue? Non. Est-ce que c'est pas caricatural aussi de dire que tout cet argent ne sert à rien? Madame Salamé, c'est de croire que l'argent est une réponse à tout. Ça n'est pas une réponse à tout. Ça n'est pas en déversant de l'argent, y compris et à des associations qui font beaucoup de mal à ces petites associations qui font du bon travail. Comme par exemple les associations voyous, celle de Théo, de la famille de Théo, qui a touché 650 000 euros de subventions alors que c'était une escroquerie majeure. Et il y en a aussi des comme ça qui font du mal aux vraies associations, qui font du travail. Donc arrêtons de penser encore une fois que l'argent résout tout. Il y a une reconquête à effectuer des esprits. Il y a encore une fois une éducation nationale qui doit remplir à nouveau son rôle et notamment d'ascenseur social. Elle est là la clé pour ces banlieues. Et donc, puis dans quelques minutes, pardonnez-moi, le temps presse. Excusez-moi. Et puis pardon. Mais je suis quand même obligée de dire qu'une majorité des problèmes de communautarisme qui existent dans ces quartiers on va y revenir. sont la conséquence. On va y revenir dans 10 minutes. On va y revenir. De l'immigration massive et anarchique. Je me permets de vous couper parce qu'on va y revenir. C'est prévu. Dans quelques minutes, vous ferez face à Gérald Darmanin. Mais avant, c'est un marqueur de notre émission, un moment attendu. C'est le moment de l'invité inattendu, justement, pour un débat de 10 minutes. Elle est là. Elle va nous rejoindre.